Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour le premier webinaire de notre nouveau service Prévention par deuxième avis et consacré aujourd'hui à la santé de notre cœur. Pourquoi commencer par le cœur? C'était une forme d'évidence. Nous sommes tous concernés car ces maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de mortalité en France et même la première chez les femmes. La bonne nouvelle, c'est que 80% de ces pathologies pourraient être évitées grâce à des changements d'habitude ou mieux gérées grâce à un dépistage précoce. C'est justement l'objet des propos du professeur Johan Bobo que je suis ravie d'accueillir. Bonsoir. Bonsoir. Un immense merci d'avoir accepté de participer à ce webinaire, mais je m'arrête là pour vous laisser la parole et vous poser une première question. Pourquoi parler du cœur aujourd'hui? Merci beaucoup pour l'introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on va parler du cœur aujourd'hui pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que, comme vous l'avez dit, les maladies cardiaques et vasculaires, qu'on appelle les maladies cardiovasculaires, donc ce qui touche le cœur et les vaisseaux, c'est l'une des premières causes de mortalité dans le monde et en France, devant plusieurs cancers. Il y a un paradoxe, c'est que malgré le fait que nous sommes dans un pays qui est riche en prévention, hein, vous entendez souvent des campagnes de prévention sur mieux manger, il faut bouger, il faut faire de l'activité physique. Et malgré tout ça, on a encore beaucoup d'événements cardiovasculaires dans la population et beaucoup de décès d'origine cardiovasculaire. Et il faut savoir que c'est extrêmement fréquent ces pathologies. Alors, je ne veux pas vous inquiéter en vous disant qu'une personne sur deux va faire un événement cardiovasculaire, mais une personne sur deux a au moins un facteur de risque cardiovasculaire et donc est à risque de faire un événement au cours de sa vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on connaît les principaux symptômes, donc les douleurs dans la poitrine, dont on va reparler aujourd'hui, eh bien, les symptômes ne sont pas toujours évidents et parfois ils sont plus atypiques et on risque de passer à côté. Alors, aujourd'hui, ce webinaire, il a différents objectifs. Le premier, c'est de vous expliquer de la façon la plus simple possible comment fonctionne le cœur, de vous dire ce que l'on appelle les maladies cardiovasculaires. On va essayer de parler également des différences entre les hommes et les femmes, car vous allez voir que ça ne se manifeste pas toujours de la même façon en fonction du sexe. D'apprendre à Oups, excusez-moi, j'ai un petit problème. D'apprendre à reconnaître à prévenir, pardon, les maladies cardiovasculaires et connaître la conduite à tenir en cas de symptômes, c'est-à-dire si vous avez des symptômes, qu'est-ce qu'il faut faire? L'idée, c'est pas de vous rendre chacun spécialiste de la cardiologie, mais de vous permettre de devenir acteur de votre santé pour vous ou pour vos proches. Et donc, première question, comment fonctionne notre cœur? Enfin, deuxième question. Alors, le cœur, déjà, on va voir un petit peu où il est placé dans votre corps. Donc, vous savez qu'on dit que le cœur est à gauche. Alors, en fait, il est vraiment au milieu du thorax. Il est entre les deux poumons et il est posé sur un muscle qu'on appelle le diaphragme. Et en fait, il est à gauche parce que sa pointe, elle est un petit peu orientée vers le côté gauche. Alors, comment fonctionne le cœur? Vous savez que le cœur, c'est une pompe qui a pour objectif d'envoyer du sang oxygéné, c'est-à-dire qui est riche en oxygène et en substances nutritives qui vont donc se diffuser dans l'organisme via des gros tuyaux qu'on appelle les artères et qui vont donc aller emmener ce sang vers les différents organes pour nourrir vos organes. Vos organes ont besoin d'oxygène, sinon ils ne peuvent pas fonctionner. Une fois que vos organes ont capté cet oxygène, on a d'autres tuyaux qui sont les veines qui vont récupérer le sang qui a donc perdu son oxygène, donc c'est du sang qui est désoxygéné, et qui va ramener tout ce sang désoxygéné, encore une fois dans le cœur, dans la partie droite du cœur, pour qu'il soit à nouveau oxygéné dans les poumons. Donc vous avez les artères qui transportent le sang qui est riche en oxygène, les organes qui vont consommer donc cet oxygène et les veines qui vont ramener ce sang qui a été désoxygéné vers la partie droite du cœur. Puis, le sang désoxygéné va passer dans les poumons à travers la seule artère qui transporte du sang qui n'est pas oxygéné, qui est l'artère pulmonaire, qui est donc l'artère entre la partie droite du cœur et le poumon.
Le, le sang, une fois dans le poumon, va se réoxygéner et revenir dans le cœur, dans la partie gauche du cœur, à travers les seules veines qui transportent du sang oxygéné, qui sont les veines pulmonaires. Et puis, une fois qu'ils sont dans la partie gauche du cœur, ils vont être rééjectés dans l'organisme via la principale artère qui s'appelle l'aorte. Donc, le cœur, il est composé de 4 cavités, 2 oreillettes et 2 ventricules. Les oreillettes, ce sont les 2 cavités qui sont en haut de l'image, qui vont recevoir le sang, soit par les veines qui ont ramené le sang qui n'est pas oxygéné, par les veines caves du côté droit, soit par les veines pulmonaires du côté gauche, qui vont ramener le sang oxygéné à partir du poumon. Ensuite, ce sang va passer des oreillettes vers les ventricules à travers ce que l'on appelle des valves. Vous allez voir qu'il y a des maladies des valves, dont on parlera tout à l'heure. Et donc, à travers ces valves qui sont en fait des clapets qui s'ouvrent et qui se ferment, le sang va passer entre les oreillettes et les ventricules. Puis les ventricules vont éjecter le sang dans les artères à travers, encore une fois, des valves qui sont à l'entrée des artères. Donc, la valve aortique pour l'aorte, la valve pulmonaire pour l'artère pulmonaire. Et donc, ce cycle se répète à chaque contraction cardiaque. Donc, le cœur, il fonctionne par deux phases dans chaque contraction cardiaque. La première que l'on appelle la systole, qui est donc la contraction des ventricules. Donc, lors de la systole, vous avez les ventricules gauche et droit qui se contractent et qui vont éjecter le sang dans les artères, soit dans l'aorte pour aller oxygéner les organes, soit dans l'artère pulmonaire pour aller oxygéner le sang qui s'est désoxygéné. Et la deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la diastole, c'est quand le cœur se remplit à partir des oreillettes. Donc, on dit que le cœur, c'est la phase de repos du cœur, en fait, la diastole, c'est quand le cœur va se remplir, et la systole, c'est quand il va éjecter. Lorsque vous prenez votre pouls et que vous sentez votre artère battre, c'est qu'il vient de se passer la systole au niveau du cœur. Quand vous sentez votre pouls, c'est que le cœur vient d'éjecter le sang, et donc vous sentez le sang arriver au niveau de vos organes, vous sentez l'artère qui va battre, c'est donc le pouls que l'on va ressentir. Et à chaque fois que votre cœur se contracte, il y a une systole et une diastole. Alors, le cœur, c'est lui qui nourrit tous les organes, qui emmène le sang partout dans l'organisme, mais il a besoin lui aussi d'être nourri, sinon il ne pourrait pas fonctionner. Et donc, pour cela, il est nourri grâce à d'autres artères qu'on appelle les artères coronaires, qui sont des artères qui sont autour du cœur. Elles ne sont pas à l'intérieur du cœur comme les valves, mais vraiment autour du cœur, et elles vont le nourrir, l'oxygéner, cette fois-ci pendant la diastole. C'est-à-dire que pendant la diastole, le cœur se remplit, on dit qu'il se repose, et pendant qu'il se repose, il est nourri par ces artères coronaires qui vont emmener du sang oxygéné à la surface du cœur pour lui permettre de fonctionner. Et donc, ce sont ces artères-là qui, lorsqu'elles se bouchent, peuvent provoquer un infarctus du myocarde ou de l'angine de poitrine dont on va reparler tout à l'heure. Alors, ce qui est important également à comprendre, c'est que le cœur a également, pour fonctionner, il a besoin d'électricité. À l'intérieur du cœur, on a donc les oreillettes, les ventricules, les valves et les artères, mais on a également des circuits électriques, donc comme des vrais circuits électriques qui sont dans les parois du cœur, dans les oreillettes et dans les ventricules, qui, en fait, vont donner l'ordre au cœur de se contracter. Donc, vous avez en fait de l'électricité qui va passer entre les oreillettes et les ventricules, et ça va donner à chaque fois l'ordre au cœur de se contracter et donc d'entraîner ce qu'on appelle la systole que l'on vient de voir. Et donc, ces circuits électriques, parfois, ils peuvent être un petit peu perturbés, soit ils peuvent avoir du mal à conduire l'électricité, et donc dans ce cas-là, vous allez avoir le cœur qui va être très lent, on parle de bradycardie, soit ils vont s'emballer et donc vous allez avoir des zones où l'électricité va s'activer toute seule. Parfois, elle va tourner très vite dans des endroits où elle n'est pas censée être activée. Et donc ça va entraîner ce qu'on appelle des arythmies, c'est-à-dire des troubles du rythme cardiaque, avec souvent des tachycardies, c'est-à-dire un cœur qui va être très rapide et parfois très irrégulier, ce qui peut être responsable simplement de palpitations, c'est-à-dire qu'on va sentir son cœur battre de façon anormale. Vous savez que normalement, on ne sent pas son cœur battre, mais il bat bien sûr tout le temps.
pouvez sentir votre cœur battre quand vous faites de l'exercice physique. Quand vous courez, vous allez sentir votre cœur battre parce que votre cœur va s'accélérer. Ça, c'est tout à fait normal. Mais si vous sentez votre cœur battre au repos, ça, ce n'est pas normal. C'est ce qu'on appelle une palpitation. Alors, ça peut être plus ou moins grave. Il y a des palpitations qui ne sont pas graves du tout et qui sont fréquentes. Mais ces troubles du rythme cardiaque, ils peuvent aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. Donc, ça peut être plus ou moins grave. Alors, quelques chiffres juste pour vous donner un ordre d'idée. Un cœur d'un adulte, ça mesure à peu près 12 à 15 cm, ça pèse environ 300 grammes. La fréquence cardiaque, c'est-à-dire le nombre de battements cardiaques par minute, c'est entre 60 et 80, on va dire entre 50 et 100 pour être large. À moins de 50, on parle de bradycardie. À plus de 100, on parle de tachycardie. Donc, pour information, votre cœur bat à peu près 100 000 fois par jour, ce qui fait environ 3 milliards de battements au cours de votre vie. Et à chaque fois que votre cœur éjecte du sang, il éjecte environ 80 millilitres, ce qui fait un débit cardiaque d'environ 5 litres par minute et 8000 litres par jour. Vous voyez que ça travaille quand même beaucoup. Merci beaucoup. Alors, les maladies cardiovasculaires, de quoi parle-t-on exactement? Alors maintenant qu'on a vu comment fonctionnait un cœur normal, on va parler de ce qui se passe lorsqu'il y a des problèmes au niveau de son fonctionnement. Alors on va commencer par les maladies qu'on appelle les maladies athéromateuses, c'est-à-dire les maladies qui sont liées au dépôt de cholestérol dans les parois des artères. Et donc ces maladies-là, il y en a plusieurs types. Il y a les maladies coronariennes, donc les maladies des artères coronaires qui sont donc autour du cœur, que je vous ai montré. Il y a les maladies au niveau des artères cérébrales et donc ce qui peut causer des accidents vasculaires cérébraux dont vous avez bien sûr entendu parler. Et puis, les maladies des artères périphériques, donc surtout les artères au niveau des jambes, qui peuvent vous donner ce qu'on appelle de l'artériopathie des membres inférieurs, donc des douleurs, notamment lorsque vous marchez. On va revoir tout ça. Donc, on commence par les maladies coronariennes. Donc, les maladies coronariennes sont liées à des rétrécissements des artères coronaires. Alors, ça peut être une artère ou ça peut être plusieurs artères en même temps, qui sont liées à une pathologie qu'on appelle l'athérosclérose ou l'athérome, qui correspond en fait à des dépôts de cholestérol, des lipides, dans la paroi des artères. Donc, vous avez ici un petit schéma qui vous montre en haut une artère normale. Vous voyez le calibre de l'artère est stable sur toute la portion que vous avez sur l'image avec le sang qui passe normalement. Sur la deuxième image, vous voyez que vous avez une grosse boule blanche, enfin jaune, dans la paroi de l'artère qui est en fait un dépôt de cholestérol qui va entraîner ce qu'on appelle une sténose, c'est-à-dire un rétrécissement de la lumière de l'artère. Et donc, le sang, il a moins de place pour passer dans cette artère. Et plus cette plaque va être importante, plus la sténose va être importante, moins le sang va passer dans l'artère. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on a des rétrécissements comme ça? Eh bien, on va avoir des symptômes, surtout lorsqu'on fait des efforts. Pourquoi? Parce que quand on fait un effort, on a besoin d'avoir plus d'oxygène pour nourrir nos organes, mais aussi pour nourrir notre cœur. Et donc, si le sang il a du mal à passer, normalement, quand vous avez une artère normale, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une vasodilatation, c'est-à-dire l'artère va un petit peu se dilater et donc le sang va passer très vite. Mais quand vous avez un rétrécissement, le sang il a encore plus de mal à passer. Donc, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une ischémie, c'est-à-dire un manque d'oxygène qui va entraîner des douleurs dans la poitrine, notamment des douleurs d'angine de poitrine, qui sont donc des douleurs qui vont survenir à l'effort. Donc, une douleur dans la poitrine qui survient lorsque vous faites un effort et qui s'arrête quand vous arrêtez l'effort, c'est très suspect d'une douleur coronarienne. Alors, parfois, ces plaques, elles peuvent se déchirer, elles peuvent se rompre. Et donc, si la plaque se déchire, vous allez avoir un caillot de sang qui va venir se former au niveau de la plaque. C'est la troisième et la quatrième image où vous voyez ce caillot qui va pouvoir boucher complètement l'artère. Et donc, si l'artère est bouchée, le sang ne peut plus passer. Et donc là, c'est l'infarctus. C'est-à-dire que vous allez avoir une artère qui ne peut plus emmener du sang au cœur. Et donc, si vous ne débouchez pas l'artère rapidement, eh bien, toute la partie du cœur qui est vascularisée, c'est-à-dire nourrie par cette artère, eh bien, risque de mourir, de ne plus fonctionner. Donc, cette athérosclérose, ces maladies coronariennes, elles sont associées à des facteurs de risque. C'est quoi des facteurs de risque? C'est en fait des éléments qui font que si vous en avez, vous avez plus de risques
qu'un autre individu de développer des maladies coronariennes. Alors, le principal facteur de risque, c'est l'âge, et ça, on ne peut rien y faire. Tout le monde vieillit. Et si vous regardez les artères de patients qui ont plus de 90 ans, vous verrez que dans la grande majorité des cas, vous avez des dépôts de cholestérol dans les artères. C'est normal, c'est lié au vieillissement. Mais en fait, il y a des facteurs de risque qui ne sont pas liés à l'âge, qui sont modifiables, c'est-à-dire qui sont liés surtout à notre mode de vie ou qui sont liés à des pathologies, comme le fait de fumer, le fait d'avoir de l'hypertension, du diabète, du cholestérol, le fait d'être sédentaire, c'est-à-dire de ne pas bouger, de ne pas faire d'activité physique. Tout ça, ça fait que vous êtes plus à risque que les autres de développer une maladie cardiovasculaire et ça fait que vos artères vieillissent prématurément. Donc, à 40 ans, vous pouvez avoir des artères d'un patient de 80 ans. Le sexe également est un facteur de risque avec les hommes qui sont plus à risque que les femmes. Alors ça, c'est vrai jusqu'à la ménopause parce qu'en fait, les hormones, les œstrogènes protègent le système cardiovasculaire chez les femmes, mais à la ménopause, le risque des femmes rejoint celui des hommes. Donc, comment on va prendre en charge ces maladies cardiovasculaires? Donc là, on n'est pas dans la prévention, on en parlera après de la prévention, mais dans le traitement, il faut que le sang soit fluide et il faut, si on a un rétrécissement qui est significatif, le dilater, soit en mettant un petit ressort, ce qu'on appelle un stent, dans l'artère, ce que vous avez sur l'image du bas, soit en faisant une chirurgie cardiaque avec un pontage, qui est donc une opération beaucoup plus conséquente. Alors, les maladies cérébrovasculaires, donc ce qu'on appelle les accidents vasculaires cérébraux, c'est la même chose en fait, mais au niveau du cerveau. C'est-à-dire que vous avez les artères du cerveau qui vont être rétrécies à cause de cette maladie, cette athérosclérose, en sachant qu'au niveau du cerveau, vous avez les accidents vasculaires ischémiques. Donc, les accidents vasculaires ischémiques, c'est des problèmes d'artères bouchées que l'on vient de voir, mais également hémorragiques qui n'ont rien à voir, qui sont liés à des saignements dans la tête. Alors, ces saignements, ils sont liés soit à des grosses poussées de tension artérielle, soit à des ruptures d'anévrisme. Donc, les anévrismes, c'est des artères qui sont un petit peu déformées, qui ont une taille trop importante et qui peuvent se rompre d'un coup et entraîner des saignements au niveau de la tête. Donc, ça peut être, on peut avoir des anévrismes sans le savoir, mais c'est également associé à l'hypertension artérielle. Alors, quels sont les symptômes d'alerte pour les accidents vasculaires cérébraux? Ça va être d'un coup, vous avez du mal à bouger un côté, donc le côté droit ou le côté gauche. Ça peut être soit le bras, soit la jambe, soit les deux. C'est pas les deux côtés en même temps, c'est toujours un seul côté. Ça peut être avoir du mal à parler. Vous n'arrivez plus à parler ou alors vous pensez dire quelque chose, mais en fait, vous dites quelque chose d'autre, ce qu'on appelle une aphasie. Ou alors, vous avez une paralysie faciale, c'est-à-dire que vous avez la bouche qui va être déviée, par exemple, des troubles de la vision. Donc, tout ça, ça peut être des symptômes d'AVC. Et tous les facteurs de risque, ce sont les mêmes que pour les maladies coronariennes que l'on vient de voir. Donc, le traitement des AVC, c'est en urgence, ça peut être ce qu'on appelle la thrombolyse, c'est-à-dire qu'on va vous donner un médicament qui fluidifie le sang de façon très, très importante, ou alors une thrombectomie. Donc ça, c'est un examen qui est comme la coronarographie. La coronarographie, je ne vous l'ai pas expliqué juste avant, mais pour mettre un stent, il faut faire une coronarographie, c'est-à-dire passer un petit fil métallique dans les artères, en passant souvent par l'artère du poignet, et remonter jusqu'au cœur, injecter un produit de contraste et faire une radio des artères du cœur, donc des artères coronaires, et c'est avec ça qu'on va mettre un stent. On peut faire la même chose au niveau du cerveau pour faire ce qu'on appelle une thrombectomie, c'est-à-dire pour retirer le caillot de sang qui est responsable de l'accident vasculaire cérébral. Enfin, la troisième manifestation de cette pathologie, qui est l'athérosclérose, encore une fois, donc c'est la même maladie, mais qui va toucher différents territoires, c'est l'artériopathie des membres inférieurs. Donc, vous avez des dépôts de cholestérol, cette fois-ci dans les artères au niveau des jambes, qui va entraîner donc une mauvaise circulation du sang. Et donc, les symptômes, cette fois-ci, ça va être des douleurs à la marche. Donc, on appelle ça claudication. Donc, vous marchez et vous avez, au bout d'un certain périmètre de marche, plus ou moins important, des douleurs au niveau des mollets qui vous obligent à vous arrêter. Et lorsque vous vous arrêtez, la douleur disparaît. Et puis, vous pouvez remarcher et la douleur va revenir en général au bout de la même distance. Donc, plus la distance est courte, plus la pathologie est sévère. Alors, il y a des formes plus importantes. On peut avoir même des douleurs au repos ou alors on peut même avoir des ulcères de jambes, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir des trous au niveau de la peau parce qu'il y a un manque d'oxygène
important. Les artères n'arrivent plus à emmener de l'oxygène pour nourrir les membres inférieurs. Donc, les facteurs de risque, c'est les mêmes que pour les maladies coronaires, mais le principal facteur de risque, c'est le tabac. Vraiment, le tabac, c'est associé à un risque très important d'artériopathie des membres inférieurs et quasiment tous les patients qui ont de l'artériopathie sont fumeurs. Donc, les signes, ça va être des douleurs à la marche, ça va être d'avoir les pieds très froids. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas parce que vous avez les pieds froids que vous avez cette pathologie-là, mais quand on a cette pathologie-là, on peut avoir les pieds froids et on peut ne plus sentir les poux au niveau des pieds. Et donc, la prise en charge, c'est assez paradoxal, mais en fait, c'est de faire marcher les gens. Donc, en fait, plus vous marchez, plus vous avez mal, mais en fait, plus vous marchez, plus vous allez développer ce qu'on appelle des artères collatérales, c'est-à-dire des nouvelles artères qui vont permettre d'aller nourrir les muscles au niveau des jambes et d'éviter d'avoir de l'ischémie, donc un manque d'oxygène. Donc, en fait, il faut, on dit des fois soigner le mal par le mal, et bien là, en fait, il faut marcher pour développer ces artères. Et puis, bien sûr, il y a les médicaments qui fluidifient le sang et puis les dilatations par des stents, etc., dans les formes plus sévères. Donc, ça, c'est ce que je vous ai dit au début. Le dénominateur commun, c'est l'athérosclérose, c'est la même maladie. Donc, les dépôts de cholestérol dans les artères qui vont entraîner ces trois types de pathologies avec, vous voyez, différents stades dans l'évolution de la maladie. Et donc, ça évolue très lentement, cette pathologie, d'où l'importance de la prévention. Alors, quelques chiffres pour vous donner un ordre d'idée. Il faut savoir qu'en France, une personne sur 4 a une pathologie cardiovasculaire ou un facteur de risque de type hypertension, diabète, cholestérol, etc. Un décès sur 5 est lié à une maladie cardiovasculaire en France, donc c'est 20%, c'est très important. 6% de la population ont une maladie coronaire et 2% ont fait un AVC. C'est quand même beaucoup. Et la maladie coronaire, c'est un décès sur 20 en France. Donc, vous voyez que ce n'est pas du tout négligeable. Et ça, c'est un chiffre que l'on connaît moins, c'est qu'un quart des AVC survient avant 65 ans. Donc, ce n'est pas uniquement une pathologie des patients âgés. Et si vous faites un AVC, si c'est un AVC ischémique, donc par une artère bouchée, vous avez 21% de mortalité dans l'année et 38% si c'est un AVC hémorragique. Donc, vous voyez que ce sont des pathologies qui peuvent être très graves. Alors, là, on change complètement de pathologie, mais je vous en parle parce que c'est important et vous avez probablement entendu des campagnes à la télévision vous parler d'insuffisance cardiaque. C'est une pathologie qui est différente de celle que l'on vient de voir, qui est en fait une incapacité du cœur à pomper assez de sang pour assurer les besoins du corps. Donc, je vous ai dit que le cœur, c'était la pompe. Et donc, si la pompe ne fonctionne pas bien, eh bien, on dit qu'elle est insuffisante et on a donc une insuffisance cardiaque. Donc, l'insuffisance cardiaque, ça peut être lié à plusieurs causes. En fait, toutes les pathologies cardiaques peuvent conduire à l'insuffisance cardiaque si elles ne sont pas bien traitées. Alors, les symptômes, ce n'est pas la même chose que tout à l'heure. Ça va surtout être des essoufflements, des œdèmes, donc les jambes qui vont gonfler, une prise de poids et de la fatigue. Les facteurs de risque, eh bien, en fait, ce sont tous les facteurs de risque des maladies cardiaques. Et la prise en charge de cette maladie, ce sont essentiellement des médicaments. Des diurétiques sont des médicaments qui vont faire qu'on va plus uriner, des bêta-bloquants, enfin, plein de médicaments différents qui marchent très bien. Et surtout, modifier son mode de vie et manger moins de sel parce que le sel fait qu'on retient l'eau et donc on aggrave son insuffisance cardiaque. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, l'insuffisance cardiaque, c'est très fréquent. C'est 600 000 patients en France, donc 1% de la population. C'est la première cause d'hospitalisation en médecine chez les patients de plus de 65 ans. C'est énormément de décès, vous voyez, 40 000 décès par an, et ça correspond à 1% des dépenses de santé, donc c'est un vrai problème de santé publique. Vous voyez que c'est un problème qui est surtout lié au vieillissement. Plus on est âgé, plus on fait de l'insuffisance cardiaque, et il y a une disparité un peu régionale avec des régions où il y en a un peu plus qu'ailleurs. C'est une maladie qui est de très mauvais pronostic. Alors, le petit carré rouge, il s'est décalé, mais l'insuffisance cardiaque, vous voyez, c'est la courbe où il y a écrit heart failure ici. Vous voyez que ça cause plus de mortalité que la plupart des cancers. Il n'y a que le cancer du poumon qui donne plus de mortalité que l'insuffisance cardiaque. Donc, on change encore de pathologie et on parle maintenant des arythmies, donc des maladies
du circuit électrique, du rythme cardiaque. Et l'arythmie la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle la fibrillation auriculaire ou la fibrillation atriale. Alors, c'est un problème d'électricité au niveau des oreillettes. En fait, au niveau des oreillettes, normalement, on a l'électricité qui va être activée dans l'oreillette puis dans le ventricule. Et bien, quand on a une fibrillation atriale, eh bien, on a plusieurs foyers d'électricité qui vont s'activer de façon complètement anarchique partout dans les oreillettes, ce qui font que les oreillettes, en fait, elles vont tellement être activées qu'elles elles vont plus réussir à se contracter. Donc, en fait, les oreillettes ne se contractent plus et l'électricité va descendre dans le ventricule de façon très irrégulière et le ventricule va se contracter de façon irrégulière. Donc, les conséquences, c'est que vous avez un cœur qui va être rapide, qui va être irrégulier. Comme l'oreillette ne se contracte pas, eh bien, le sang dans l'oreillette il va stagner. Et si le sang il stagne, eh bien, le risque, c'est de faire des caillots. Et si vous faites un caillot de sang dans l'oreillette, vous risquez de l'envoyer dans le ventricule et donc dans la circulation et de causer ce qu'on appelle une embolie, c'est-à-dire d'aller boucher une artère à cause de ce caillot. Et le plus souvent, c'est un AVC, malheureusement, à la sortie du cœur. Hein, vous avez l'aorte et donc ça va tout droit vers le cerveau et vous risquez de boucher une artère au niveau du cerveau. Donc le traitement, c'est vraiment anticoaguler, donc mettre des médicaments qui fluidifient le sang pour éviter ces AVC, ralentir le cœur. Et puis après, on peut essayer d'arrêter les arythmies avec différents traitements, soit des médicaments, soit des interventions, soit un choc électrique, c'est-à-dire, comme vous voyez parfois dans les films avec les palettes pour lorsqu'il y a un arrêt cardiaque, et ben, on peut aussi faire ça chez des patients qui vont très bien, qui font de la fibrillation auriculaire. Il suffit de les endormir 2 minutes et de faire ce choc pour remettre le cœur de façon régulière. Alors, les symptômes, c'est très variable. Vous pouvez avoir des palpitations, c'est-à-dire sentir que votre cœur il bat de façon complètement irrégulière. Vous pouvez être essoufflé, vous pouvez simplement être fatigué, ou alors vous pouvez ne rien sentir du tout, et donc on découvre ça de façon fortuite. C'est un médecin qui vous ausculte et qui voit que votre cœur n'est pas régulier, ou alors vous faites un électrocardiogramme pour un bilan, et on découvre que vous êtes en fibrillation atriale. Alors, les valvulopathies, donc les maladies des valves. Donc, je vous ai montré ce que c'était que les valves tout à l'heure sur le schéma. Ce sont donc des clapets qui sont à l'intérieur du cœur, soit entre les oreillettes et les ventricules, soit à l'entrée des artères, donc artères pulmonaires ou aortes. Ces valves, elles ont 2 fonctions. La première fonction, c'est de s'ouvrir pour que le sang puisse passer d'une cavité vers une autre, donc de l'oreillette vers le ventricule ou du ventricule vers l'artère. La deuxième fonction, c'est de se refermer pour empêcher que le sang reparte en arrière. Et donc, quand on parle de valvulopathie ou de maladie des valves, eh bien, c'est que ces valves ont du mal à fonctionner. Donc, soit elles ne s'ouvrent pas bien, c'est un rétrécissement, soit elles ne se ferment pas bien, c'est une fuite ou une insuffisance, c'est la même chose. Donc, si elles ne s'ouvrent pas bien, le sang il a du mal à passer dans la cavité d'après, donc il a du mal à aller de l'oreillette vers le ventricule ou alors du ventricule vers l'artère en fonction de la valve qui est touchée. Et si elles ne se ferment pas bien, si vous avez une insuffisance, eh bien, le sang, il passe bien dans la cavité d'après, mais en fait, lorsque la valve est censée être fermée, eh bien, il revient en arrière et donc vous avez du mal à éjecter le sang puisqu'il revient toujours en arrière à l'intérieur du cœur. Donc, les symptômes pour les valvulopathies, c'est essentiellement l'essoufflement, la fatigue, parfois des douleurs dans la poitrine. Comment on peut dépister ces pathologies-là? Eh bien, c'est l'auscultation cardiaque. Quand votre médecin il écoute votre cœur avec un stéthoscope, il va rechercher ce qu'on appelle des souffles. Et donc, les souffles, ce sont des turbulences que le médecin va entendre dans l'écoulement du sang. Normalement, le sang, il s'écoule de façon très fluide à l'intérieur du cœur, il n'y a pas de turbulence. Et si vous avez un problème de valve, vous aurez des turbulences et donc le médecin va pouvoir l'entendre au stéthoscope et vous envoyer vers un cardiologue pour faire une échographie et pour confirmer ou non la présence d'une maladie des valves. Donc, à quoi c'est lié ces maladies des valves? On ne sait pas trop. C'est lié au vieillissement, on le sait parce que plus on est âgé, plus on découvre des valvulopathies, mais on ne comprend pas très bien pourquoi certains patients vont faire des problèmes de valves et d'autres non. Il n'y a pas vraiment de lien avec le cholestérol, etc. En tout cas, tous les médicaments qu'on donne pour le cholestérol, ça marche très bien pour faire baisser le cholestérol, mais ça ne marche pas pour traiter les maladies des valves ni pour ralentir leur progression. Et donc, le seul traitement pour ces maladies-là, ce sont des interventions, donc des opérations, soit des opérations à cœur ouvert, soit des opérations où on va passer par
les vaisseaux, donc les artères ou les veines, pour traiter ces problèmes de valve. Merci beaucoup. Alors évidemment, ce qui nous intéresse, c'est quelle différence homme-femme. Vous en avez un petit peu parlé déjà. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Voilà, donc après vous avoir parlé un peu de toutes ces pathologies, donc c'était beaucoup d'informations d'un coup, hein, je suis désolé, mais c'est essayer de recaler un peu les choses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les hommes et les femmes n'ont pas forcément les mêmes symptômes. Alors, ils ont les mêmes pathologies, donc tout ce que je vous ai montré juste avant, on peut le retrouver à la fois chez les hommes et à la fois chez les femmes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes ne sont pas moins exposés que les hommes aux maladies cardiaques. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les œstrogènes, les hormones, protègent les femmes jusqu'à la ménopause, mais après la ménopause, il y a autant de pathologies. D'ailleurs, avant, on pensait que l'infarctus était vraiment une maladie de l'homme, et on a de plus en plus d'infarctus chez les femmes, notamment du fait parce qu'il y a plus de tabagisme aujourd'hui chez les femmes qu'il y en avait avant, et donc on a plus d'accidents cardiovasculaires chez les femmes. Donc, il faut savoir que c'est la première cause de mortalité chez la femme devant le cancer du sein. Vous voyez que c'est vraiment très, très grave. Et ça peut être expliqué par plusieurs choses. Déjà parce que les femmes sont malheureusement moins dépistées, moins informées et souvent vont consulter plus tard en cas de symptômes que les hommes. Alors, pourquoi? Eh bien, vous allez voir parce qu'en fait, ces symptômes sont souvent plus atypiques chez les femmes que chez les hommes, c'est-à-dire qu'ils sont un peu différents. Et puis après la ménopause, vous avez la perte de la protection hormonale qui fait grimper le risque. Et vous savez que les femmes ont une espérance de vie plus importante que les hommes, donc elles vivent jusqu'à des âges plus avancés, donc elles ont plus de problèmes cardiaques quand elles sont plus âgées, bien sûr, que les hommes, qui sont déjà décédés souvent. Donc, il y a d'autres particularités chez les femmes, c'est que le cœur féminin, il est un petit peu différent. Alors, il y a toujours les mêmes valves, les mêmes cavités, etc. Mais les artères coronaires sont souvent plus fines. Et donc, on a parfois plus de mal à visualiser les plaques que chez les hommes et les symptômes sont parfois plus atypiques. Alors, les femmes, lors de la grossesse, peuvent être exposées à des pathologies particulières qui sont la prééclampsie, qui sont donc des crises de tension pendant la grossesse avec des protéines dans les urines, ou alors du diabète gestationnel, c'est-à-dire du diabète pendant la grossesse. Eh bien, les femmes qui vont avoir ce genre de pathologie ont un risque plus important de faire des pathologies cardiovasculaires lorsqu'elles seront plus âgées. De plus, il y a certains symptômes chez les femmes qui sont parfois interprétés à tort comme de l'anxiété, du reflux ou de la fatigue, et donc il ne faut pas banaliser les symptômes. Donc, à gauche, vous avez les symptômes classiques qu'on observe le plus souvent chez les hommes, et puis les différences que l'on peut avoir chez les femmes. Donc, vous voyez que chez l'homme, donc les douleurs coronaires, donc d'infarctus, etc., ce sont des douleurs dans la poitrine, à type d'oppression, donc qui vont serrer la poitrine, qui vont irradier, c'est-à-dire qu'ils vont aussi aller dans le bras ou dans la mâchoire. Donc ça, c'est la douleur dont tout le monde a entendu parler, la douleur d'infarctus. Souvent, il y aura des signes associés, donc des sueurs importantes, des essoufflements, il peut y avoir des malaises, etc. Par contre, chez la femme, la douleur peut être un peu différente. On peut avoir une douleur qui est moins intense, on peut avoir une gêne qui va être un peu plus diffuse, qui peut toucher aussi l'abdomen, donc des douleurs abdominales. On peut avoir aussi des douleurs qui vont aller dans le dos, des sensations d'étouffement, d'oppression, des malaises ou des vertiges qui sont également plus fréquents. Et en fait, le fait que ces symptômes soient différents, ça fait que le risque principal, c'est d'avoir un retard en fait au niveau du diagnostic parce que ça va être pris à tort pour des problèmes digestifs ou pour autre chose. Et donc, les femmes ne vont pas forcément consulter. Et donc, quand il y a un retard de prise en charge, forcément, il y a une augmentation de la mortalité. Du coup, effectivement, comment prévenir efficacement ces risques que vous avez largement évoqués? Alors, comment prévenir ces risques? Donc, on a parlé des facteurs de risque cardiovasculaires, donc le tabac, le diabète, le cholestérol, etc. Il faut savoir qu'il y a des facteurs de risque qui ne sont pas modifiables. L'âge, le sexe, on ne peut rien y faire. On est exposé à ces facteurs de risque-là. Un autre facteur de risque qui n'est pas modifiable, c'est l'hérédité. C'est-à-dire que si vous avez eu chez vos parents des événements, des accidents cardiovasculaires jeunes, c'est très important, jeunes. C'est-à-dire que si votre père a fait un infarctus à 80 ans, ça n'augmente pas votre risque. Par contre, s'il a fait un infarctus à 45 ans,
eh bien, malheureusement, ça augmente votre risque. C'est un équivalent de facteur de risque. C'est comme si vous fumiez alors que vous ne fumez pas. Et donc ça, on ne sait pas très bien l'expliquer, mais on sait que c'est associé à plus de risques de faire un événement. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs de risque qui sont modifiables et pour lesquels on peut intervenir. Donc le tabac, l'alimentation, le surpoids, la sédentarité. Et donc tout ça, on peut changer ses habitudes, on peut arrêter de fumer, on peut reprendre une activité physique, on peut manger plus équilibré et éviter tout ça. Donc l'arrêt du tabac, c'est indispensable. Vraiment, le tabac, c'est associé à toutes les pathologies cardiaques, mais également au cancer. Donc c'est vraiment une mauvaise habitude. La tension artérielle, alors ça, c'est vraiment très, très important. J'insiste dessus parce que la tension artérielle, c'est souvent banalisé. Pourquoi? Parce que c'est une pathologie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypertension, c'est une maladie chronique. Et c'est une cause de mortalité importante parce qu'en fait, ça ne donne pas de symptômes. Donc, les gens, en fait, ne sentent pas qu'ils ont de l'hypertension. Ils n'ont pas forcément de symptômes. Il y en a qui peuvent avoir un peu mal à la tête ou des bourdonnements d'oreilles, mais le plus souvent, ça ne donne pas de symptômes. Donc, on ne sait pas qu'on a de la tension. Mais ça abîme vos artères et ça peut donner des AVC notamment. Et il faut vraiment être très strict et avoir toujours une tension inférieure à 13. Quand vous allez chez le médecin et qu'il vous dit vous avez 15, vous êtes peut-être un peu stressé, on verra la prochaine fois, c'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. Il faut aller voir un cardiologue ou revoir votre médecin, vous acheter un tensiomètre, vérifier que votre tension est vraiment normale à la maison parce que si elle est à 15 plusieurs fois de suite, c'est que vous êtes hypertendu et donc il faut vous traiter. Et si on ne vous traite pas, vous êtes à risque de faire un accident cardiovasculaire. C'est vraiment très, très important. Le cholestérol, il faut faire attention à son cholestérol, à ses habitudes alimentaires, dépister le diabète régulièrement à partir de 40 ans, et puis le stress. Alors le stress, ce n'est pas directement un facteur de risque cardiovasculaire, mais on sait que les gens très stressés ou qui ne dorment pas beaucoup vont faire plus d'accidents cardiovasculaires que les autres. Voilà. Donc après 50 ans, surtout, demandez à votre médecin de vous faire un bilan, recherchez du cholestérol, recherchez un diabète et puis bien prendre votre tension. Donc l'alimentation, écoutez, ça c'est assez simple. Il faut manger des fibres, des fruits et des légumes, donc 5 fruits et légumes par jour. Il faut privilégier les huiles qui sont riches en oméga 3, notamment l'huile de colza, l'huile de noix. Il faut manger, si possible, plus de poissons que de viande. Il faut limiter les sucres, donc ce n'est pas zéro sucre, mais il faut ne pas manger du sucre tous les jours. Éviter tout ce qui va être graisse saturée et tout ce qui est trop salé, donc tout ce qui va être produit industriel. Éviter également tout ce qui va être très transformé. Éviter pour le cholestérol, c'est vraiment le beurre, la charcuterie, le fromage. Donc c'est très bon, mais malheureusement, si on en mange tous les jours, ça fait grimper notre cholestérol. Donc il faut faire attention à tout ça. Et puis, au niveau activité physique, c'est soit une demi-heure d'activité tous les jours, soit 45 minutes 3 fois par semaine. Alors, ça ne veut pas forcément dire du sport. Une marche à votre rythme, 30 minutes de marche tous les jours, c'est de l'activité physique et c'est suffisant. Et ça permet vraiment de faire baisser votre risque cardiovasculaire de façon très, très importante. Et du coup, que faire en cas de symptômes? Alors, que faire en cas de symptômes? Alors, si vous avez des symptômes aigus, c'est-à-dire que vous avez une douleur dans la poitrine très importante qui vous serre, qui va dans le bras et dans la mâchoire, donc une douleur qui vous fait penser à un infarctus, eh bien là, tout de suite, vous appelez le SAMU, vous ne réfléchissez pas, et puis vous expliquez vos symptômes au médecin du SAMU qui vous dira s'il pense que c'est très urgent ou non, et le cas échéant, enverra une équipe chez vous pour vous prendre en charge. Surtout, ne pas prendre votre voiture pour venir aux urgences si vous avez ce genre de douleur. Ne vous dites pas que ça va passer parce que parfois, les gens font leur infarctus chez eux parce qu'ils se disent c'est rien, ça va passer et puis ça dure plusieurs heures. Et ne prenez pas des médicaments pour soulager les douleurs. Mais ce qui est très important, c'est de retenir cette douleur qui serre dans la poitrine, qui va dans le bras et dans la mâchoire. Si jamais ce sont si jamais c'est du mal à parler, du mal à bouger, donc il y a un équivalent d'AVC, c'est la même chose. Vous appelez le SAMU, en général, c'est plutôt la personne qui est avec vous qui va s'en occuper. Alors, c'est des symptômes qui sont progressifs. Alors, ça peut être soit les douleurs thoraciques dont je vous ai parlé, ce qu'on appelle l'angine de poitrine ou l'angor qui survient à l'effort. Donc, si vous avez des douleurs qui surviennent uniquement à l'effort et quand vous arrêtez votre effort, les douleurs disparaissent, et bien dans ce cas-là, il faut aller consulter. Il n'y a pas d'urgence à aller aux urgences, mais il faut aller voir votre médecin, lui en parler pour qu'il vous envoie rapidement voir un cardiologue. Pour les symptômes de l'insuffisance cardiaque, vous avez peut-être entendu la pub à la radio ou à la télé. Vous êtes essoufflé, vous avez pris du poids, vous avez les jambes qui gonflent. C'est peut-être de l'insuffisance cardiaque. Donc, les signes d'insuffisance cardiaque,
il y a un acronyme pour s'en souvenir, c'est EPOF, E-P-O-F, donc essoufflement, prise de poids alors que vous n'avez pas forcément modifié votre régime. Donc, vous prenez 5-10 kilos en quelques mois. Ça, c'est suspect. Vous avez des œdèmes. Donc, les œdèmes, c'est comme on voit sur la photo. Là, vous voyez les jambes qui gonflent. Et quand vous mettez votre doigt sur la jambe, la trace de votre doigt va persister. C'est ce qu'on appelle le signe du Godet. Eh bien, ça, c'est un signe d'insuffisance cardiaque ou alors une fatigue très importante. Ça peut aussi être de l'insuffisance cardiaque. Donc, il faut en parler à votre médecin. Donc, pour conclure, et puis on passera après aux questions, les messages clés, c'est que les maladies cardiovasculaires, ça touche tout le monde, pas seulement les hommes de plus de 50 ans. Le cœur peut être en danger sans douleur, sans signe évident. Les femmes, alors, il y a des différences. Évidemment, les femmes peuvent avoir des symptômes classiques d'AVC ou d'infarctus, mais il y a parfois des signes différents, des signes atypiques, donc il ne faut pas les négliger. Attention donc à l'hygiène de vie, l'activité physique, la bonne alimentation et l'arrêt du tabac, c'est des vraies armes de prévention, hein, ça marche vraiment. L'activité physique aussi. Et devant tout symptôme suspect, surtout, il faut agir vite, hein. Vous appelez les secours, ça peut vraiment sauver la vie. Merci beaucoup, professeur. Votre présentation était très claire. Je vous propose effectivement maintenant de passer aux nombreuses questions des participants. On dit souvent que chez les femmes, donc une simple douleur gastrique peut être un signe de crise cardiaque. Comment faire la différence avec un reflux ou des maux d'estomac classiques? Oui, alors c'est une bonne question. C'est ce qu'on appelle un diagnostic différentiel, c'est-à-dire que quand vous avez des symptômes en médecine, ça peut être, on va toujours suspecter la cause la plus grave, et puis après, une fois qu'on l'a éliminé, on va rechercher les diagnostics différentiels. Alors là, je ne vous dis pas, surtout pas qu'il faut aller voir un cardiologue dès que vous avez envie de vomir ou vous avez mal au ventre, mais il y a des signes qui peuvent faire plutôt penser à une cause cardiaque qu'une autre. Alors si vous avez des signes digestifs, vous avez vu tout à l'heure que les douleurs apparaissent surtout à l'effort. Donc, si vous avez mal au ventre lorsque vous faites un effort, ça, c'est un signe qui peut dire que c'est peut-être une douleur cardiaque. Si vous avez aussi un essoufflement associé, si vous avez une fatigue, des sueurs associées, ça peut aussi être une cause cardiaque. Et puis, surtout, si vous avez des facteurs de risque. C'est-à-dire que si vous avez 20 ans ou 25 ans, que vous n'avez pas de facteur de risque, que vous avez des brûlures gastriques, eh bien, on va plutôt penser à un reflux ou à un problème digestif. Par contre, si vous avez plus de 50 ans, que vous fumez, que vous êtes diabétique, eh bien là, peut-être quand même en parler à votre médecin. Merci beaucoup. Une autre question sur l'hérédité. L'hérédité des maladies cardiovasculaires est-elle une fatalité? Si mon père a fait un infarctus, quel suivi dois-je mettre en place pour contrer ce risque et à partir de quel âge? Alors, c'est une très bonne question. Donc, je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais l'âge de l'événement chez vos parents est très important. On dit que si c'était un homme, donc si c'est le père, s'il a fait un événement avant 55 ans, d'accord, donc un infarctus avant 55 ans, c'est un facteur de risque pour vous. Si c'est la mère, c'est 50 ans. Donc, si vos parents ont fait des accidents cardiovasculaires jeunes, c'est un facteur de risque chez vous. Si vos parents ont fait un accident cardiovasculaire après 60 ans, eh bien, ce n'est pas considéré comme un facteur de risque. Vous avez le même risque dans la population générale. Alors, si jamais vous êtes à risque parce que un de vos parents a fait un accident jeune, eh bien, vers 40-50 ans, il faut aller voir un cardiologue pour faire un électrocardiogramme et éventuellement faire un test d'effort ou d'autres examens de dépistage. Alors, par contre, si votre père ou votre mère a fait un infarctus et qu'il fumait, qu'il était diabétique, qu'il mangeait n'importe comment et que vous ne fumez pas, vous n'avez pas de cholestérol, etc., voilà, votre risque n'est pas non plus très, très important. Il faut quand même regarder tous ces paramètres à côté. Très clair, ça veut dire que le cardiologue, faut aller le voir chaque année ou non, juste faire un point Alors, quand on a une maladie cardiaque, il faut un suivi cardiaque régulier, donc tous les ans, tous les 6 mois, tous les 2 ans, ça dépend un peu de la pathologie. Quand on est dans une stratégie de dépistage, si on a du diabète, il faut faire un électrocardiogramme tous les ans. Ça, c'est important parce qu'en fait, le diabète, j'en ai pas parlé, mais le diabète, ça abîme en fait les nerfs. Donc, ce qu'on appelle la neuropathie. Vous avez des diabétiques en fait qui sentent plus leurs pieds parce que leurs nerfs au niveau des pieds sont abîmés. Ça peut aussi toucher les nerfs qui sont au niveau du thorax et qui vous donnent les douleurs d'infarctus. Donc, en fait, le diabétique peut faire un infarctus sans avoir de douleur. C'est pour ça qu'en fait, on fait des électrocardiogrammes pour voir s'il n'y a pas eu un infarctus qui est passé inaperçu. Donc, chez le diabétique, ce qui est recommandé, c'est un électrocardiogramme tous les ans.
Et tous les 5 ans environ, on va faire un test d'effort où on va rechercher de la souffrance cardiaque. Si vous n'êtes pas diabétique, vous faites un bilan vers 50 ans. Si tout va bien, ce n'est pas forcément nécessaire de revoir le cardiologue. Vous continuez avec votre médecin traitant. Et puis, s'il y a des symptômes ou si vous avez d'autres facteurs de risque cardiovasculaire qui apparaissent, eh bien, il peut vous réadresser vers le cardiologue. Merci beaucoup. Une autre question sur le stress. Quel est l'impact réel du stress, de la dépression et des troubles du sommeil sur la santé de notre cœur? Peuvent-ils à eux seuls créer une maladie vasculaire? Alors, l'impact du stress, il est vraiment réel, il est bien démontré. On sait que le stress chronique, ça va augmenter à la fois la tension artérielle. D'ailleurs, quand vous prenez votre tension artérielle et que vous êtes stressé ou vous êtes anxieux, vous allez avoir une tension élevée. C'est un impact direct. Donc, ça peut vous donner de l'hypertension. On sait aussi que les gens stressés ont plus d'inflammation. Quand on analyse leurs artères, il y a plus d'inflammation que chez les autres. La dépression, c'est différent. Ça augmente aussi le risque d'événements cardiovasculaires. On ne sait pas trop par quel mécanisme, mais en tout cas, lorsqu'on compare des populations avec des patients déprimés, en dépression et d'autres non, il y a plus d'événements chez les patients en dépression. Et le mauvais sommeil aussi, ça favorise l'hypertension et donc indirectement toutes ces pathologies-là. Alors, est-ce que ça peut donner seul une maladie cardiaque? C'est très rare, mais ça accélère fortement la maladie lorsque ça dure dans le temps. Donc, une longue exposition au stress, donc un métier, par exemple, très stressant, avec peu de sommeil, etc., eh bien, ça peut bien sûr donner des pathologies cardiovasculaires. Merci beaucoup. Une autre question sur voilà, quel moment et pour quels symptômes précis doit-on demander un test d'effort à son médecin traitant? Alors, ça, c'est une bonne question. Alors, ce n'est pas systématique, hein. Si vous allez bien, que vous vous plaignez de rien, on ne fait pas forcément un test d'effort après un certain âge. On va le faire si jamais, alors on va le faire de façon systématique si jamais il y a des symptômes de type douleur ou oppression thoracique ou essoufflement. Là, on va plutôt aller vers un test d'effort. Si vous avez des facteurs de risque, vous fumez, vous avez du diabète, ça on en a déjà parlé, de l'hypertension ou beaucoup de cholestérol, vous avez eu dans la famille des événements cardiovasculaires chez vos parents à un âge jeune, ou alors vous avez la cinquantaine et vous voulez reprendre le sport, vous n'avez pas fait de sport depuis longtemps, vous voulez refaire le point. Donc là, ça paraît intéressant de faire un test d'effort pour vérifier que tout va bien. Mais en tout cas, ce n'est pas un examen systématique qui est recommandé à faire en population générale, comme par exemple, vous savez qu'à partir d'un certain âge, on fait un dépistage du cancer du côlon ou on fait un dépistage du cancer du sein chez les femmes. Il n'y a pas de dépistage par test d'effort dans la population générale. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de situations où on va quand même en réaliser. Merci. Une autre question. Donc concrètement, quels sont les 2 ou 3 changements majeurs à adopter dans notre hygiène de vie pour réduire efficacement notre risque cardiovasculaire? Alors, si vous fumez, il faut arrêter. Ça, c'est très important. Alors, je sais que c'est très difficile. Il faut se faire aider, hein. Il y a vraiment des spécialistes pour ça, donc il ne faut pas hésiter à les consulter. Vous pouvez utiliser les substituts nicotiniques, donc que ce soit des chewing-gums, des patchs ou même la cigarette électronique, c'est toujours mieux que le tabac. Ça, c'est vraiment très, très important parce que le tabac, c'est le pire des facteurs de risque cardiovasculaire modifiables. Ensuite, il faut bouger. Ça, c'est très important. Il ne faut pas rester sédentaire, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle. Il faut essayer un maximum de bouger. Si vous avez du travail de bureau, eh bien, marchez, levez-vous. C'est très important et ça, c'est prouvé, ça modifie vraiment le risque cardiovasculaire. Donc, l'activité physique, l'arrêt du tabac et au niveau, on en parlait, donc éviter, c'est facile à dire, mais les situations de stress et essayer d'avoir une meilleure hygiène de sommeil, ça c'est très important. Et puis au niveau alimentaire, eh bien, c'est essayer de faire attention à ce que l'on mange. Alors, ce n'est pas toujours facile de bien manger. C'est vrai que plus on mange bien, plus ça coûte cher. Donc, ce n'est pas toujours évident. Mais voilà, il faut faire attention à ce que l'on mange, essayer de manger équilibré. Ça, c'est très important. Merci beaucoup. Une autre question sur les gestes de secours. Est-ce que vous pourriez nous parler des gestes de secours essentiels à connaître vis-à-vis d'une personne ayant un problème cardiaque? Alors, ça, c'est une très bonne question. Alors, des gestes de secours. Alors, si vous voyez quelqu'un dans la rue qui est inconscient ou quelqu'un de votre entourage qui est inconscient, le premier réflexe, c'est d'appeler les secours.
vous appelez le 15, ou si vous êtes avec quelqu'un, il y a une personne qui appelle le 15, il y a une personne qui va s'occuper du malaise ou de la personne qui est au sol. Il faut dégager les voies aériennes, c'est-à-dire mettre un petit peu la tête en arrière pour éviter, si le patient, alors si c'est une crise d'épilepsie par exemple, que le patient morde sa langue, etc. Donc bien libérer les voies aériennes et essayer de prendre le pouls. Donc le pouls, vous pouvez le prendre au niveau du poignet, ici, mais si vous ne le sentez pas, prenez-le au niveau des carotides ici, donc c'est le pouls qu'on sent le mieux, ou des artères fémorales au niveau de l'aine, pour voir si vous sentez le pouls. Alors attention, quand on prend le pouls, si vous appuyez fort, vous allez écraser l'artère, donc vous ne sentirez pas le pouls. Donc, il faut à peine poser votre doigt sur l'artère pour sentir le pouls. Si vous n'avez pas de pouls, il faut faire un massage cardiaque. Ça, c'est très important. Massage cardiaque, donc on met ses deux mains sur le thorax du patient, enfin de la personne, on tend le bras, on se met à genoux si la personne est par terre, on tend le bras et donc on masse le cœur à une fréquence d'environ 100 par minute. Hein, donc c'est assez rapide et c'est plus recommandé de faire du bouche à bouche pour réanimer parce qu'on sait que le fait d'avoir les voies libérées fait que l'air va de toute façon passer et donc vous avez vraiment ce massage qui est très important. Si vous avez un défibrillateur automatique à disposition, si vous êtes par exemple dans un magasin ou dans les écoles, il y en a un petit peu partout maintenant. Il y a même des applications pour les localiser. Puis il y a même des sociétés qui vous permettent, quand vous avez une pathologie cardiaque, d'en louer un ou d'en avoir un chez vous. Eh bien, vous avez juste à placer les patchs du défibrillateur sur le thorax de la personne. Et donc, la machine va tout faire toute seule et va vous dire quand masser, va vous dire quand vous éloigner, si elle a besoin d'envoyer un choc électrique, etc. Ce qui est très important, voilà, c'est d'appeler le 15 et de commencer les mesures de réanimation sans perdre de temps. Merci beaucoup. Une autre question sur la prévention et le cholestérol. Comment réduire le mauvais cholestérol qui obstrue les coronaires? Et est-ce qu'on peut diminuer justement les athéromes en se mettant au sport? Alors, oui, ça, le cholestérol, donc c'est bien de le doser une fois dans sa vie pour savoir où on en est. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont du cholestérol, qui en fabriquent plus que les autres. Ça, c'est assez génétique. Alors, il y a des formes vraiment génétiques où on a des taux très, très élevés. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les hypercholestérolémies familiales. Bon, c'est un peu à la marge, c'est assez rare. Mais dans la population générale, le cholestérol va plutôt dépendre de vos habitudes alimentaires. Donc, qu'est-ce qui augmente le cholestérol? C'est les graisses, donc le beurre, la charcuterie, le fromage. Ça, c'est vraiment directement associé au cholestérol. Les œufs, un petit peu, mais il faut vraiment en manger beaucoup. Donc, ce n'est pas contre-indiqué de manger des œufs si on a un peu de cholestérol. Donc, il y a ce qu'on appelait avant le bon et le mauvais cholestérol. Donc, sur le dosage, vous verrez qu'il y a un cholestérol qui s'appelle LDL et un qui s'appelle HDL. Le LDL, c'est le mauvais. Le HDL, c'est le bon. Donc, le HDL, on veut qu'il soit élevé. Le LDL, on veut qu'il soit bas. Alors, on a des seuils de cholestérol qui sont recommandés en fonction du risque cardiovasculaire. Si vous avez fait un accident cardiaque, on va vouloir que votre cholestérol soit très, très bas, que votre LDL cholestérol soit très, très bas, à moins de 0,5 g par litre. C'est très bas. Si vous êtes diabétique, on va vouloir que votre cholestérol soit à moins de 1 g par litre. Si vous n'avez pas de facteur de risque cardiovasculaire, avant, l'objectif, c'était 1,6 g par litre pour le LDL. Maintenant, ça a été revu à la baisse l'année dernière, je crois. On est passé à 1,16. Vous voyez que c'est quand même assez bas. Alors, que faire si vous avez un cholestérol élevé? Première chose, c'est, comme vous l'avez demandé, l'activité physique. L'activité physique va diminuer votre cholestérol d'au moins 10 à 15 grâce à l'activité physique. L'alimentation, c'est pareil. Ça peut faire baisser aussi votre cholestérol, alors en fonction de la façon dont vous mangiez avant, de façon plus ou moins importante. Et puis, si tout ça, ça ne marche pas, c'est ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques. Si ça ne marche pas, eh bien, donc on se laisse en général 3 à 6 mois pour voir l'effet de ces mesures-là. Et si ça ne marche pas ou si vraiment on n'arrive pas à changer son mode de vie, il y a des traitements, les statines. Alors, ça a été beaucoup décrié et ça, malheureusement, c'est un vrai problème pour nous parce que les médias ont beaucoup parlé des statines en disant que c'était des mauvais médicaments, etc. Mais ça doit être, si vous voulez, les médicaments pour lesquels on a le plus de preuves en cardiologie de leur efficacité. Et donc, on a beaucoup de patients qui refusent de prendre ces médicaments-là à cause du traitement qui a été fait dans les médias. Et malheureusement, c'est vraiment des médicaments qui sauvent la vie. Donc, si votre médecin vous propose une statine, il faut l'écouter. Alors, c'est des médicaments qui peuvent donner des douleurs musculaires. Donc, parfois,
on a des effets secondaires et donc dans ce cas-là, on change de statine, on change de traitement. Il y a des patients chez qui on ne peut pas en mettre parce qu'ils ne les supportent pas. Dans ce cas-là, on essaie de trouver d'autres solutions. Mais en tout cas, il ne faut pas en prendre juste il ne faut pas refuser d'en prendre juste parce qu'on a entendu que c'était mauvais, parce que c'est vraiment des bêtises qui ont été dites à la télé. Et les effets secondaires, c'est juste ces douleurs musculaires ou il peut y en avoir d'autres? Alors, les effets secondaires des statines, c'est essentiellement les douleurs musculaires. Il peut y avoir également des effets secondaires au niveau du foie. C'est pour ça qu'il faut faire un bilan hépatique lorsque l'on prend des statines. Donc, il faut faire un bilan hépatique, un bilan du foie quelques semaines après. Mais après, c'est tout. Alors, il y a eu un moment On sait que le cholestérol, en fait, c'est une hormone qui permet qui est utile en fait à l'organisme. Et donc, il y a eu des craintes sur le fait que le fait de trop baisser le cholestérol, ça pouvait donner des troubles de mémoire ou des démences. Mais il y a vraiment de nombreuses études qui montrent que chez des patients traités depuis très longtemps avec des statines, que même si on baisse le cholestérol à des taux très très bas, on n'a pas ce genre d'effet. Comme les rendez-vous médicaux en cardiologie sont très difficiles à obtenir, quels outils sont les plus utiles à avoir pour pouvoir faire un certain suivi soi-même, tensiomètre, appli de santé ou autre? Donc, ça, c'est une très bonne question. Alors, tensiomètre, ça peut être intéressant si vous avez de l'hypertension. C'est vrai que voilà, ça a un coût, donc il ne faut pas forcément acheter un tensiomètre. Vous pouvez tout à fait demander à votre médecin de vous prescrire une location de tensiomètre pendant quelques mois pour prendre votre tension à la maison et vérifier que vous n'êtes pas hypertendu. Donc, ça, je ne l'ai pas précisé, mais la tension artérielle, ça se prend au calme. C'est-à-dire, ne prenez pas votre tension après avoir fait un effort physique ou après avoir fait du sport. Il faut vraiment prendre votre tension artérielle quand vous êtes bien au calme pour vérifier que vous n'êtes pas hypertendu. Alors, les applications, oui, ça peut être motivant, hein, notamment les applications où vous pouvez mettre ce que vous mangez, des applications qui vont compter un peu le nombre de pas, le nombre de calories dépensées, ça peut être également intéressant. Voilà. Après, c'est vrai que les rendez-vous, c'est assez long. Malheureusement, ça dépend un peu de la démographie médicale en fonction de votre lieu de vie. Mais si vous avez en tout cas des facteurs de risque, il faut absolument essayer de voir un cardiologue, même si ça prend du temps, il faut prendre un rendez-vous. Une question sur l'hérédité encore. Est-ce que l'insuffisance cardiaque est héréditaire? Voilà. Alors, l'insuffisance cardiaque, en fait, c'est une pathologie, enfin, c'est un symptôme, un syndrome. Un syndrome, c'est un ensemble de symptômes qui peut être causé par toutes les pathologies cardiaques. C'est-à-dire que si vous avez des maladies des coronaires, des maladies des valves, des maladies des troubles du rythme, ça peut évoluer vers l'insuffisance cardiaque. Alors, il y a un groupe de pathologies qu'on appelle les cardiomyopathies dilatées. Donc, c'est le fait d'avoir un gros cœur qui peuvent être génétiques. Donc, ce sont des gens qui vont avoir un cœur qui se dilate, qui ne se contracte pas très bien et qui devient donc insuffisant. Et ça, donc, ça peut être génétique, ça peut être transmis par des gènes, hein, ou par les parents directement. En général, c'est des pathologies, c'est de l'insuffisance cardiaque qu'on va diagnostiquer chez des gens plus jeunes, hein, vers 30, 40 ans. Hein. Normalement, l'insuffisance cardiaque, c'est plutôt après 70 ans. Donc, l'insuffisance cardiaque chez quelqu'un de jeune, c'est soit un gros infarctus qui est arrivé jeune, soit plutôt quelque chose, oui, de cardiomyopathie plutôt héréditaire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il faut prendre un antiarythmique toute sa vie? Alors, les antiarythmiques, quand on fait de l'arythmie, ce qu'il faut, c'est anticoaguler, parce que le risque, c'est de faire un caillot. Donc là, je parle de la fibrillation auriculaire, parce qu'il y a les arythmies, donc fibrillation auriculaire, et puis il y a les arythmies ventriculaires, où là, c'est plutôt les arrêts cardiaques, c'est des pathologies très graves, ce n'est pas trop le sujet, je pense. Donc les arythmies, la fibrillation auriculaire ou atriale, il faut que le sang soit fluide, donc on met des anticoagulants à vie, parce qu'on sait que si on l'arrête, même si on n'est plus en arythmie, on peut en refaire, et donc on peut faire un AVC. Donc ça, c'est à vie. Après, la deuxième partie du traitement, c'est ralentir le cœur pour pas qu'il soit trop rapide. Et la troisième partie, c'est s'occuper du rythme. Alors, comment on s'occupe du rythme? Soit on fait un choc électrique, soit on fait un traitement antiarythmique par des médicaments. Donc, on a deux médicaments. On a la flécaïne et la myodarone. La flécaïne, c'est les gens qui n'ont pas de problème cardiaque à part l'arythmie. Et la myodarone, c'est des patients qui ont des problèmes cardiaques, type infarctus, etc., en plus de l'arythmie. Ces médicaments-là, ils marchent assez bien. Le problème, c'est qu'ils ont des effets indésirables et qui peuvent abîmer, notamment pour la myodarone, la thyroïde, les poumons, etc. Donc, on ne la laisse pas longtemps. En général, on va la laisser quelques années, puis on va l'arrêter parce qu'on ne veut pas abîmer le reste des organes. La flécaïne, on peut la laisser au long cours, elle n'a pas tellement d'effets indésirables.
Et puis le troisième traitement, c'est ce qu'on appelle une ablation. Donc, c'est une petite intervention où on va passer un cathéter dans le cœur et aller appliquer soit du froid, soit de la radiofréquence sur les zones, sur les circuits électriques qui ne fonctionnent pas bien. Merci beaucoup. Alors, deux dernières questions que je vous pose, voilà, en vrac, avant de conclure. Une question, le cœur est-il programmé pour battre un nombre déterminé de battements dans sa vie? Et une deuxième question, qui sera la dernière, c'est quid de cette impression de cœur serré, d'oppression dans la poitrine, quelles conséquences à terme? Alors, le cœur est-il programmé pour battre? Alors, tant que vous êtes vivant, votre cœur va battre. Et si vous voulez, on va tous mourir d'un arrêt cardiaque. C'est-à-dire que quand on décède, le cœur s'arrête de battre, soit parce que le problème vient du cœur. Donc, dans ce cas-là, c'est l'arrêt cardiaque à cause d'un emballement du cœur, donc ce qu'on appelle la fibrillation ventriculaire. Soit parce que ce qu'on appelle l'asystolie, c'est-à-dire que le cœur ne bat plus parce qu'en fait, il n'y a plus d'oxygène qui est apporté au cœur, il ne fonctionne plus. Et donc, le cœur va s'arrêter. Mais tant que vous n'avez pas de pathologie, que vous n'avez pas de raison de mourir, oui, votre cœur va continuer à battre toute votre vie. Alors, Mais l'oppression, on n'a pas tous, je sais pas, 5 milliards de battements et au bout de 5 milliards, ça s'arrête. non, non, c'était vraiment une moyenne, ça, pour vous donner, mais non, non, Ok. on meurt jamais du cœur qui s'arrête de battre pour rien. C'est soit il y a un emballement du cœur sévère, soit il y a un manque d'oxygène qui vient d'ailleurs, qui va entraîner cela. Après, l'autre question, donc l'oppression thoracique. Alors, euh, l'oppression thoracique, on peut l'avoir dans des moments d'anxiété. On peut avoir un peu l'impression que le thorax nous serre. Euh, On peut l'avoir sur ce qu'on appelle des crises d'angoisse ou ça s'appelle maintenant des attaques de panique, donc c'est la même chose. C'est vraiment, on a un gros stress d'un coup. Et donc ça peut donner des vrais symptômes. Il y a des gens qui font vraiment des malaises très sévères, des chutes de tension, des tachycardies, parfois des pertes de connaissance. Hein, c'est vraiment le psychosomatique, hein, c'est le cerveau qui va entraîner des symptômes et qui peuvent donner des douleurs importantes. Les douleurs cardiaques, c'est vraiment une douleur qui serre. Donc, on a l'impression, les patients disent qu'ils sont comme dans un étau, comme s'il y avait un étau qui leur écrasait la poitrine, qui irradie souvent dans les bras, alors plus souvent le gauche, mais ça peut être le droit aussi, ou les deux, et le cou ou la mâchoire. Donc, si vous avez ce genre de douleur, il faut consulter pour vérifier que ce n'est pas votre cœur. Faire des examens, soit un test d'effort, soit il y a un scanner, enfin, il y a plein d'examens possibles. Et si on a éliminé un problème cardiaque et que vous avez toujours des douleurs, c'est quand même assez rassurant. Alors, les douleurs fréquentes, on a un motif de consultation assez fréquent, surtout chez les gens plus jeunes, c'est des douleurs à type de points, donc des petits points sur le côté, qui durent quelques secondes, mais qui font très mal. Ça s'appelle des douleurs intercostales. C'est absolument pas grave. Ça peut être un peu gênant parce que ça peut faire plus ou moins mal, mais en général, ce n'est pas lié au cœur. Vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que les douleurs cardiaques, soit ça survient à l'effort, et là, c'est de l'angine de poitrine, soit ça survient au repos, et donc dans ce cas-là, c'est intense et ça dure longtemps et c'est un infarctus. Mais si vous avez une douleur qui dure comme ça au repos 2-3 minutes et qui s'en va et qui ne ressemble pas à ce que je vous ai expliqué, il ne faut pas trop vous inquiéter. Merci beaucoup. Je vous propose de conclure. Du coup, merci à vous, professeur, pour ce webinaire vraiment passionnant. Merci à vous tous pour votre participation. Surtout, donnez-nous votre feedback en répondant au court questionnaire qui est sur le chat. Merci à toute l'équipe Prévention par deuxième avis qui a organisé ce webinaire. Le replay sera disponible dans quelques jours. Et enfin, comme je vous sais nombreux, notez bien notre prochain webinaire qui aura lieu sur les maladies rénales le 10 février à 18 h. Bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup, bonne soirée.